initié depuis 3 ans par le cabinet Access Finance Gestion, a obtenu l'engagement total de la direction de la microfinance, du ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin. Ce programme s'inscrit dans les actions de promotion de la lettre de politique sectorielle microfinance et a comme cible les institutions et universités du Sénégal, avec comme préoccupation majeure faire participer le milieu scientifique à toutes les réflexions en cours dans le secteur de la microfinance. Également faire connaître les opportunités et nouveaux métiers qu'offrent les systèmes financiers décentralisés, facilitant l'intégration de leurs besoins en ressources humaines dans les curricula. Promouvoir la recherche sur des problématiques qui intéressent le secteur de la microfinance. Promouvoir l'éducation financière en s'appuyant sur les étudiants comme relais. Le panel qui nous réunit aujourd'hui porte sur microfinance et développement économique local, cas de la Casamance. Et pour l'animer, le choix a été porté sur Madame Aïssatou Ndiaye Cissé, qui a au moins une vingtaine d'années d'expérience en microfinance et qui a eu également le privilège de travailler dans une ONG qui a un fort ancrage rural. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Cissé est membre du conseil d'administration de l'Université de Ziguinchor. Permettez-moi de remercier le vice-recteur, M. Sall, qui devait avoir un cours, mais qui a tenu à être là pour représenter le recteur. Et au nom de toute la communauté universitaire de Ziguinchor, vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Il me semble approprié en ce moment d'offrir quelques observations sur le rôle de l'Université de Ziguinchor, de mettre en place un cadre partenarial impliquant les gouvernements, les universités et le patronat. Nous sommes convaincus que l'université ne doit plus être comme hier, un ensemble rigide, au point de s'amurer autour d'elle-même en refusant de prendre en compte les besoins spécifiques du monde professionnel. La nécessaire formation des ressources humaines dont nos communautés ont besoin pour booster la croissance économique doit passer par la recherche de nouveaux modèles à explorer à travers d'une synergie développée entre les universités et le monde professionnel. Et je pense que c'est là une preuve de l'importance de cette rencontre qui, je suis sûr, nous aidera dans notre vision fondée sur une démarche rigoureuse en vue d'identifier de manière précise les défis socio-économiques et culturels de la verte région de Casamance, leurs origines et les options pour y faire face. Les problématiques du développement deviennent de plus en plus complexes. C'est pourquoi, plus que par le passé, le rôle essentiel du partenariat avec les acteurs locaux justifie qu'on lui accorde une priorité forte. Nos pays qui sont les plus confrontés à ces problématiques doivent mener une réflexion de long terme au-delà de leurs préoccupations immédiates. Cette réflexion ne peut pas être seulement politique. Elle doit s'appuyer sur une amélioration des connaissances. Et c'est dans ce cadre que la coopération entre l'université et le monde professionnel joue un rôle déterminant. Alors que nous voyons trop souvent l'indifférence et le chacun pour soi, la direction de la microfinance, à travers ses activités, a montré et continue de montrer aux Sénégalais une autre façon de vivre en société par des gestes riches de sens. L'accord de collaboration avec l'UFR des sciences économiques et sociales de notre jeune institution facilitera certainement le travail de terrain de l'Université de Ziguinchor, qui doit labourer son territoire et trouver un moyen pour améliorer les performances et accélérer les récoltes dans un temps qui ne soit pas à l'échelle des années, mais des mois, voire même des semaines. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour résumer, l'essentiel des agrégats du secteur de la microfinance ont été multipliés par 2. On est parti, je me rappelle en 2005, d'un niveau de sociétariat de l'ordre de 600 000 clients membres. Aujourd'hui, nous en sommes à plus d'1 500 000 membres.
On en était en 2005 à un niveau d'encours de crédit de l'ordre de 70 à 80, 85 milliards. Aujourd'hui, on est à un niveau d'encours de crédit de l'ordre de 270 milliards. Il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de faire comprendre comment ça marche en microfinance, qu'est-ce que c'est que la microfinance, qu'est-ce qui motive les interventions en microfinance. Alors, ce besoin de communication sur le secteur de la microfinance a été corroboré, je vais dire malheureusement, par une étude que nous avons fini de restituer l'année dernière, qui portait enquête sur la protection des consommateurs que M. Mansour Ndiaye, consultant directeur d'institution de microfinance, a eu le privilège de mener au travers différentes régions du Sénégal. C'était le niveau de méconnaissance générale, pour ne pas dire générale, du secteur de la microfinance par les utilisateurs, mais aussi par le grand public. Si vous regardez, vous avez 3 cases. Je parle un tout petit peu sur les origines, l'avènement de la microfinance carrément. C'était à partir des années 80, après la crise des banques de développement. Quand on a reformulé les banques, qu'est-ce qui est entré en cours? C'est-à-dire qu'on a privatisé les banques. Qui dit privatisation dit un coût de crédit beaucoup plus élevé. On a vu naître les coopératives d'épargne et de crédit, l'État, les ONG et les autres bailleurs de fonds. Ils peuvent passer par une approche socio-économique, c'est-à-dire qu'ils ciblent certaines zones. Ils ciblent la population pauvre de certaines zones, c'est le cas de Ziguinchor, est-ce que vous voyez, ainsi que des ménages entrepreneurs ou de toutes petites entreprises, avec des produits financiers adaptés. Ici, l'approche de microfinancement, c'est un système parallèle au système bancaire. Nous allons aborder la rencontre en 5 points. Donc, avant beaucoup, nous allons essayer de voir aussi le poids de la microfinance au Sénégal, le développement économique local en Casamance, et les contraintes et aussi des éléments de conclusion. La microfinance a principalement 2 objectifs. L'objectif social et un objectif de rentabilité financière. Maintenant, si la rentabilité financière prime sur l'objectif social, est-ce que cela ne constitue pas un frein à la viabilité de la microfinance? Et la deuxième question que je pose, c'est en cherchant une rentabilité financière, est-ce que cela aussi ne constitue pas une exploitation que je mets entre guillemets des bénéficiaires par rapport à un taux excessif? Si dans la région de Ziguinchor, on constate qu'il y a certains qui disent que l'offre de crédit n'est pas bien adapté à la demande. Parce que dans le système, dans les ONF, le taux de crédit est plus élevé que le taux bancaire. Quelle réponse pouvez-vous apporter à ces sociétaires? Des pionniers que l'on retrouve aux Philippines, que ce soit Smart Telecom, qui a lancé donc son offre en 2001, ou Globe Telecom, qui a lancé son offre Gcash en 2004, c'était de dire, voilà, donc comme le secteur bancaire ne parvient pas, n'est pas parvenu jusqu'ici à adresser une frange importante de la population, donc nous allons le faire à travers des modèles économiques simples, basés sur des services financiers de base, accessibles via le téléphone portable. Safaricom aujourd'hui, c'est plus de 15 millions de clients, là où les banques kenyanes ont mis plus de 50 ans à recruter 5 millions de personnes. Safaricom, c'est plus de 23 000 points de vente répartis sur le territoire national, c'est un succès phénoménal qui aujourd'hui est enseigné dans les plus grandes universités américaines et européennes. Donc aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, notamment les opérateurs de téléphonie mobile, se sont inspirés de ces 3 modèles-là pour développer des solutions de paiement. Voilà. Donc, quel est le projet mobile banking de la direction de la microfinance? C'est un projet donc, qui, comme l'a indiqué Babacar, s'inscrit dans la stratégie de la politique sectorielle. C'est un projet qui est cofinancé par le gouvernement du Sénégal et la coopération allemande,
et qui vise à promouvoir donc, des services financiers via le téléphone portable et lesquels services financiers doivent être accessibles aux populations, donc à l'ensemble des Sénégalais et tout particulièrement aux populations qui vivent dans les zones rurales. J'ai eu l'occasion de développer Orange Money en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Je puis vous assurer que ce volet éducation financière avait été sous-estimé. Je me félicite donc que la direction de la microfinance ait eu la bonne intelligence de prioriser ce chantier-là, parce que vous pouvez avoir le produit le plus séduisant possible. Si les populations ne comprennent pas l'intérêt de ce produit, si les populations n'ont pas confiance, on n'adhère pas, ça ne marchera pas. La microfinance, juste cherchement à redonner de la dignité à l'individu. C'est cela. Donc, c'est à la fois intermédiation sociale et financière. La voie se trouve dans la possibilité que réussira l'institution à allier ces deux impératifs. Alors, si l'État parvenait, l'État, les ONG parvenaient à octroyer des fonds de garantie qui puissent garantir à l'IMF d'accorder un crédit et derrière ces fonds puissent couvrir les pertes éventuelles sur prêt. Non seulement ce fonds va permettre aux IMF d'augmenter leurs fonds propres, mais il va leur permettre au moins de diminuer le taux d'intérêt sur le marché. Les enjeux pour le développement de la microfinance en Casamance, moi je vous en cite un. Par exemple, on a un problème au niveau, une contrainte au niveau de la microfinance, c'est que nous travaillons beaucoup avec des ressources courtes. On ne dispose pas de ressources longues. Donc là aussi c'est un défi que, par exemple, la microfinance doit lever. Parce que si on voit par exemple ce qui se passe maintenant, la motorisation de l'agriculture, il faut que les institutions de microfinance arrivent à coopter des ressources longues pour pouvoir financer cette motorisation, cette croissance de l'agriculture, par exemple en Casamance. Donc nous finançons très peu les gros investissements, parce que faute de ressources longues. Mais l'accompagnement est souvent fait par les ONG. Il y a des ONG qui accompagnent. Nous avons eu, par exemple, dans le cadre du projet de la microfinance avec l'Union européenne, à avoir un volet important d'accompagnement. Donc nous avons eu à faire des formations en compostage, des formations en embauche, ainsi de suite. Mais il faut dire que c'est difficile, par exemple, pour une institution financière, parce que nous ne disposons pas des ressources humaines. Là, par exemple, nous, on a eu recours à des forestiers, par exemple, pour formation sur les pépinières, ainsi de suite, sur le compostage, l'embauche. On a eu à faire, mais c'était un projet, un financement de l'Union européenne. Et toutes les institutions financières, peut-être, n'ont pas ces ressources pour pouvoir accompagner comme il faut. Pour pouvoir faire jouer cette mission sociale, il faut aussi être rentable. Ça, c'est un dilemme et la microfinance doit trouver un équilibre. On a appuyé avec les fonds de l'UNICEF et de la coopération italienne des micro-projets où il y avait 0 francs d'intérêt. Les bénéficiaires n'étaient même pas membres des mutuelles, mais on a travaillé avec les mutuelles qui leur donnaient 25 000 francs, par exemple, à rembourser sur 6 mois, sans intérêt. La mission sociale, ce n'est pas le fait de faire des subventions. Vous allez par exemple au Maroc, les 13 AMC, associations de microcrédit, etc., se sont entendus pour ne même pas accepter ce qu'on appelle tout à l'heure, ce que nous appelé les fonds de garantie. Vous allez au Maroc avec une valise remplie de fonds de garantie, des institutions de microfinance, et qui disent non, nous n'en voulons pas. Pourquoi? Parce que simplement, ça installe une pratique ou une culture de non-paiement au niveau de nos populations. Alors, pendant très longtemps également, depuis 1950, les gens travaillent en fait sur cette dynamique de pérennisation, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre cette mission sociale et cette mission commerciale. Donc il faut atteindre le maximum de populations défavorisées, il faut atteindre le maximum de jeunes, il faut atteindre le maximum de femmes, et il faut le faire en fait dans une dynamique commercialement viable.
j'ai tenu à marquer de ma présence cette importante rencontre qui participe dans le cadre du concept qu'on appelle les tribunes de la microfinance. C'est un concept que nous développons en partenariat avec le cabinet Access Finance et Gestion depuis 3 ans, mais aussi avec les universités, écoles supérieures de gestion et de commerce. C'est une façon pour nous de parfaire la communication globale sur le secteur, mais aussi de faire se rencontrer l'université, le milieu de la recherche et le secteur de la microfinance. La microfinance est un secteur relativement jeune qui n'a pas encore fini de définir et de caler ses modes opératoires, qui a besoin de s'approcher du milieu de la recherche pour qu'ensemble nous trouvions les voies les meilleures pour mettre ce secteur dans la bonne direction. La Casamance, malgré le contexte d'insécurité, malgré la crise trentenaire, comme on dit, il y a un bon niveau de présence de la microfinance en Casamance. On est sur un taux de pénétration supérieur par rapport à la moyenne nationale, on est sur un niveau de mobilisation de l'épargne et de distribution de crédit supérieur par rapport à la moyenne. Donc il y a une réelle implication de la microfinance dans le financement du développement local. Ce qui manque, ce qui reste à faire, c'est peut-être d'évaluer l'impact des financements, en tout cas des interventions en microfinance dans le développement économique local de façon générale. On a aussi remarqué qu'en Casamance, il y a beaucoup d'interventions en microfinance par le fait d'institutions de microfinance directement ou par le fait d'ONG, de projets, d'autres initiatives. Maintenant, avec les autorités locales, les autorités régionales, les communautés rurales, l'idée c'est de travailler à une meilleure harmonisation des interventions, à les spécialiser en différentes problématiques de développement localement parlant. Comme j'ai l'habitude de dire, les étudiants, c'est les meilleurs relais pour une forte éducation financière. Donc c'est la raison pour laquelle ce programme, on a pensé que l'inscrire dans l'agenda des universités contribuerait à davantage sensibiliser et former les étudiants comme futurs relais. Tantôt on a parlé de la nécessité d'harmoniser les interventions. C'est une vieille chanson dans la région, mais jusqu'à présent, les gens y vont de manière solitaire. Ça montre encore une fois de la nécessité des différents acteurs. Quand je dis acteurs, je parle des pouvoirs publics parce qu'il est également